Donc, avant de commencer, je remercie l'organisation, l'INOC, de nous donner la possibilité de nous exprimer sur nos recherches, et en particulier la mienne. Remercier Jean-Jacques Casteret, remercier Luc-Charles Dominique et Denis Laborde pour présider cette séance. Et puis, j'ai une pensée émue pour Jean-Christophe Maillard. Et dans le flamenco, on a l'habitude toujours de dédier le chant à Jean-Christophe, alors à quelqu'un. Donc aujourd'hui et cet après-midi, ce sera à Jean-Christophe Maillard, qui nous a quittés en juillet. L'objet de ce travail, c'est d'expérimenter la modélisation dans la transmission du chant por Soleares. Et en quelques mots, je synthétise un petit peu ma démarche et puis je vais avancer le mieux possible pour donner, on va dire, la première étape de cette recherche qui semble avoir un accueil assez intéressé de la part de chanteurs. Le chanteur qui m'accompagne dans cette démarche, Pepe Linares, j'en parlerai tout à l'heure, et des chanteurs de la jeune génération comme Rocío Márquez, qui est partie prenante de cette recherche, et à l'époque, Enrique Morente, qui a initié les premières questions en 2007, quand j'étais allée vers lui et qu'on avait travaillé ensemble. Donc, dans un premier temps, en 2013, je décide de repratiquer le chant. Je prends des cours, tout simplement, tout en développant un travail sur les rapports de musique et danse. Puis, cette pratique du chant m'amène à analyser de façon différente de ce que j'avais fait dans le cadre de ma thèse soutenue en 1994, qui était architecture du flamenco, de l'éthique à l'esthétique. Donc, analyser le chant et aboutir à des conclusions qui sont, pour l'instant, sous forme d'hypothèses et qui consistent à réfléchir sur le sens même du style dans le flamenco et à se rendre compte qu'au travers de la pratique du style pour les musiciens, on est face à des réflexions relevant de procédés de création et la mise en œuvre d'une expression qu'il y a en commun dans le monde de flamenco et qui s'appelle cruzar los cantes, c'est-à-dire croiser les chants. Et une autre conception qui fait face, conception du style, défendue par la flamencologie depuis 1956-1958, et qui est relayée depuis, on verra très brièvement de quelle manière, par un discours politique identitaire. Et donc ces deux discours se font face à face. Nous revenons à notre question de bateau. Alors, la forme de transmission, une leçon de Cante por Solea, première motivation, donc je disais, c'était apprendre ce chant et essayer de comprendre quels sont les critères d'attribution des styles à l'intérieur d'un même répertoire, ici les Soleares. Et donc, cette identification de style, elle existe dans le flamenco depuis très longtemps et elle donne lieu à des discussions inépuisables, parfois vives, entre amateurs avertis, auditeurs avertis. Et il s'agit ici donc de l'appréhension du fait musical du point de vue de la réception, au niveau donc esthésique, au sens de Jean Molineau. Mais cette analyse perceptuelle de l'œuvre, à partir d'informations recueillies auprès des auditeurs, ne sera pas prise en compte ici. Autres spécialistes correspondant à ce niveau esthésique sont donc les flamencologues, dont le discours donne lieu à des désaccords, bien sûr, voire des surenchères entre eux sur l'identification des styles, ce depuis 1958. Leur identification des styles remonte souvent à des périodes antérieures aux sources sonores, soit en rattachant ces identités à un chanteur, soit à plusieurs chanteurs qui auraient des liens entre eux par rapport à la transmission. Et José Manuel Gamboa, en 2005, publie un livre, Historia del Flamenco, et il surnomme cet excès cultivé par la flamencologie de titulitis, qu'on dirait la titromania, relayée par certains chanteurs, et ce depuis un certain temps. Par exemple, Antonio Mairena, en 1962, à partir de 1962, va développer cette titromania par une quête de sources parfois pseudo-originelles, ou encore Nino de Marchena dès les années 30. Et l'objectif est en fait pour Marchena la diffusion de titres inédits. Mais dans les deux cas, ils ont la même motivation,
qui correspond à une demande commerciale, vendre de la nouveauté. Deuxième motivation de notre travail, et c'est celui qui me guide essentiellement à ce jour, c'est de dégager une ou plusieurs structures musicales, énoncer des règles et déterminer un modèle musical. L'appréhension du fait musical se situe ici du point de vue de l'objet et de la production. Et il s'avère que dans, par exemple, les concours de flamenco, on pourrait être face à des propositions de règles ou des propositions de structure, mais il n'y en a pas, en tout cas, énoncé en tant que tel. Donc, le travail que je fais avec Pepe Linares, c'est de mettre face à face, dans nos cours, le niveau immanent, c'est-à-dire l'étude de l'œuvre à travers sa représentation graphique, ou sous forme de modèle, et puis le niveau poétique, l'explication des stratégies compositionnelles des pièces étudiées au regard de la mémoire de Pepe Linares dans le cadre de la transmission, en tenant compte bien sûr de ses propres visées esthétiques. La méthode que j'ai mise au point avec Pepe, c'est celle que partagent certains ethnomusicologues qui travaillent sur les modélisations, c'est de partir d'une interprétation la plus dépouillée du chant. Et dans le cas de notre analyse, le chant est issu du répertoire des Soleares parce qu'on dit souvent que c'est un chant dit chant-mère, chant référentiel. Et cette recherche est surnommée avec humour par Pepe Linares le style agricole, autrement dit les versions les plus efficaces sur le plan émotionnel et les plus sobres sur le plan ornemental. L'approche privilégiée par Pepe Linares est celle accueillie auprès ou recueillie auprès d'amateurs avertis, des aficionados dans les cercles de Peña notamment, celles qui transmettent le répertoire entre amateurs et parfois en invitant des professionnels, le témoignage des anciens et quelques personnalités fréquentées lors du congrès d'art flamenco depuis 1981 pour Pepe Linares, au travers d'un de ses maîtres, qui est Antonio Fernández Díaz Fosforito. Quelques éléments biographiques sur Pepe Linares, en sus de ces références de sources que je viens d'exposer. Il est né à Linares, ville du nord de l'Andalousie, le 29 octobre 1941. Il est arrivé en France le 13 mai 1968 et de son vrai nom, José Posa Rodríguez. Il est à l'origine sur Nîmes, notamment de la création du Festival Flamenco et du premier concours de flamenco en France qui s'est déroulé durant 1991 et 1996. Alors, dans tous les cas, on s'est rendu compte que dans nos recherches, l'importance fondamentale était accordée aux sources discographiques. Premièrement, le rôle des premiers enregistrements est fondamental car il constitue les premières sources pertinentes. Deuxième point, parmi ces premières sources, on fait une sélection et cette sélection, elle recherche celles qui sont les moins sujettes à des démonstrations de la part de chanteurs professionnels. On essaie de trouver les plus sobres possibles. Et ensuite, à l'intérieur de ces propositions, Pepe Linares choisit 4 pièces et au travers de ces 4 qui se déploient dans le temps, depuis la première source jusqu'à une source plus récente, et il propose sa version, et c'est sur cette version-là que je vous ferai entendre. Deuxième point, il s'est avéré, je travaille avec Claude Worms, qui est un historien et guitariste et aussi créateur de méthodes les plus pointues sur la guitare flamenca, et nous partageons le même point, c'est qu'en fait, vraisemblablement, la transmission du flamenco relèverait ce que dit Christian Bethune à propos du jazz, d'une seconde oralité, c'est-à-dire que les sources discographiques sont essentielles. Et elles permettraient elles aussi d'expliquer cette construction du chant de type fragmentaire due à des croisements qui sont qui sont honnis à ce jour dans le discours officiel, mais qui sont totalement reconnus par les musiciens et que l'on pourrait rapprocher de la proposition de Nathalie Ferrando qui parle d'air de famille au sens de Ludwig Wittgenstein à propos de versions que le chercheur distingue mais qui recouvre d'une forme similaire ou d'une fonction identique pour les musiciens. Cette idée
de variabilité. Nous l'avions évoqué dans notre thèse déjà, en montrant quelles étaient les stratégies qui s'appliquaient à brouiller les catégories à mesure qu'on les construisait. Et cette proposition se rapproche de ce que je disais en termes de R de famille, dans le sens où il est question en d'autres termes de cette notion-là, ici, à visée stratégique sur le plan de la création et transgressant les marqueurs identitaires. Alors, quel est le protocole que nous menons avec Pepe Linares? C'est d'essayer, au travers d'une analyse paradigmatique que je mène, d'essayer de définir différents niveaux d'analyse. Un premier niveau qui relève des structures niveau 1, qui est celle qui donne lieu à ce genre de tableau, et une deuxième étape d'analyse qui permettrait, non plus comme dans le cas présent d'une analyse d'un style et d'une version d'un style, mais aussi de faire un deuxième niveau d'analyse qui serait de prendre chaque membre de phrase et de les comparer selon plusieurs versions de style. Alors, j'ai dégagé plusieurs catégories, mais je reviendrai sur deux. Je vous les énonce. La première catégorie, qui est le principe de répétition et de transformation, que j'emprunte à Nicolas Ruvette, bien sûr, mais qui, en fait, est un principe qui a déjà été appréhendé dans la flamencologie et pour l'identification de styles, par exemple des styles des Soleares. Mais paradoxalement, il y a eu deux études clés sur ce sujet-là. Une qui date de 1992, réalisée notamment par Luis Soler Guevara, à propos de l'œuvre d'Antonio Mairena, et qui dénombre par exemple 45 Soleares. Alors que Pierre Lefranc, qui dans le Canterondo, à propos du Canterondo, et qui intitule son livre Le Canterondo, édité en 1998, va lui parler de territoire, problème des origines, des répertoires, et lui va au contraire identifier 51 Soleares. Donc, ce principe n'est pas suffisant. De fait, nous avons élaboré un deuxième principe qui est la question de segmentation mélodie-texte et qui nous permet de comprendre quelle est la logique musicale des chanteurs qui, malgré les répétitions, pensent de façon, en tant que phrase, le rapport musique-texte. Troisième point, c'est le problème du rapport entre notes structurelles et notes ornementales. Pour l'instant, nous essayons de dégager ces notes structurelles et qui nous permet, en croisant ce point-là avec le principe de rapport mélodie-harmonie, de dégager la dernière colonne, celle qu'on appelle des fragments communs ou fragments d'emprunt. Et on se rend compte que dans chaque couplet chanté, il y a une phrase presque cliché, pourrait-on dire, récurrente, qui revient systématiquement, et qu'ensuite, à l'intérieur de ça, il y a un redéploiement de la fragmentation qui peut être soit au niveau de la ligne de chaque membre de phrase, soit au niveau des ornementations, soit au niveau de ce qu'on verra tout à l'heure, la question de la modulation. Il y a quelque chose qui n'est pas mentionné ici, c'est le principe justement concernant la question de l'articulation rythmique chant et guitare, mais il s'avère qu'en fait, elle est assez libre au départ, avec deux marqueurs rythmiques que sont les accents au début sur le premier temps et à la fin sur les dixièmes temps, puisque ça, j'ai pas eu le temps de dire, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Les Soleares se déploient sur un cycle rythmique ou rythmico-harmonique de 12 temps. Et de fait, en fait, certains chanteurs, alors je vais en nommer 4 qui sont fondamentaux, Fosforito dont j'ai parlé, Enrique Morente, Camarón de la Isla et El Lebrijano, avec la complicité de Paco de Lucia, ont ramené en fait ce cycle rythmique à une pulsation beaucoup plus régulière et avec un travail sur le rapport chant rythmique, principe rythmique, chant et guitare qui semble différent avant 1969, après 1969. Alors, si j'ai le temps, il me reste combien de temps? 5 minutes. Bon, on écoute 1 minute de musique, je vous explique le modèle et j'arrive à mes conclusions. Donc ici, une solea interprétée
par le chanteur Pepe Linares. Je le retrouve. Voilà. Qui est une solea d'un quartier de Triana, je n'ai pas eu le temps de développer. Triana, qui est circonscrit à quelques rues, autour d'une place qui s'appelle Suraki. Et sur ce territoire se développe une version de solea, un style de solea. Tout à l'heure, ça va marcher. C'est moi ça? Vámonos, hijo, como se dice. Hein? Bon, eh bien, c'est pas grave. C'est dommage parce que tout à l'heure ça marche. Bon, alors je vais me remettre sur la partie. Ça, on a fait ici tout à l'heure. Passer à la suivante. C'est pas grave. On va voir si celle-là marche. Bon. C'est le lien qui ne marche pas. Non, mais il marchait tout à l'heure, on l'a fait. Bon, alors, on va remettre. Voilà, prends-le au départ. Bon, c'est pas grave, je continue. Si, mais allez-y. Alors, on y va. Je l'ai? Reviens où tu étais. Sors de ton PowerPoint. Voilà, tu les as là-haut, tes fichiers, non? 9, 10, 11. Ah oui. Oui, je peux aller comme ça. Ah, mais là, ouais. Oui, ils sont bloqués, c'est pas grave. Alors, juste, oups là. Ah, donc je touche plus. Juste 2 mots. Non, il y a un truc qui va pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Non, mais lecture, ça marche pas. Non, double clic, je sais, ça bloque sur le point. Bravo. Oui, mais il n'y a pas de son, c'est ça, ça vient pas de... Ça, c'est mauvais signe. Non, on entend. Tiens, regarde en bas, ça bouge. Bon, alors il est arrivé à la fin. Estuve en Triana y hablé con el arenero. Anoche estuve en Triana y hablé con el arenero. Me dijo que aquí en Triana por soledad era el primero.
da che Triana por solear el primero. Dans ce style, en fait, il y a deux lettres différentes. Ça, c'est la lettre de préparation. Je ne peux pas vous le montrer en même temps. Avec deux phrasés, on va comprendre deuxième lettre. Premier membre de phrase. Premier membre de phrase. Avec là, antécédent et conséquent. Et ici, ouverture vers deux types de fragments. Et la troisième phrase, avec ici la phrase cliché cadencée. Alors, on revient à mon PowerPoint parce que ce serait sympathique. Il va falloir envisager De conclure. de synthétiser, disons. Ah mais ça va être très vite. Je monte juste, si je peux réouvrir, sinon tant pis sans dossier. Ouais. Voilà. Image. Donc juste. Alors juste pour le modèle, ce niveau 1 d'analyse nous amène à cette question de modèle. Alors ça se construit de la façon suivante, et en fait pour toutes les lettres de flamenco, en tout cas celle des soleares, on arrive à l'idée suivante. Soit on a une letra courte qui nous amène à la phrase A, C et D, les membres de phrase A, C et D. Soit la letra est de 4 vers, et à ce moment-là on a A, B', C et D. Là, c'est un type de couplet de préparation ou de couplet de transition. Quand on arrive à des lettres qui sont plus complexes, on arrive à ce qu'on appelle les solea grandes, ce qu'il y avait tout à l'heure. Et alors là, on intervertit le B', on l'enlève, et on rajoute deux membres de phrases qui peuvent être empruntés à d'autres types de chants, d'autres types de répertoires, dont les fandangos ou des romances. Et dernier point, le fragment C, le membre de phrase C, qui est un fragment à caractère de modulation et de couleur. Ça, on peut aussi prendre des fragments à d'autres styles ou d'autres répertoires pour varier en fait la forme. Je conclus. J'ai le temps ? Une minute ou... Allez-y. Ah. Oui. Bon, juste pour dire. Donc, l'hypothèse de la construction par fragments croisés repose sur l'idée énoncée de cruzar los cantes, croiser les champs. Or, ce principe semblerait un des principaux moteurs de la création plus ou moins inconsciente. Ces procédés de croisement remettent en question le discours livresque fondé sur une répartition géographique, c'est-à-dire territoriale des styles de ce répertoire, territoires familiaux, territoires géographiques, circonscrit un village, un quartier, zone de quartier, opposé à la notion de stratégie de création recouvrant une ou toute autre conception du territoire. Donc, de fait, ça pourrait remettre en question le discours identitaire, notamment avec des enjeux locaux sur la revalorisation des communautés gitanes en Basse-Andalousie depuis 1956, mais aussi des enjeux touristiques valorisés par la création de l'autonomie de la Junta d'Andalousie et qui est amplifiée notamment par l'inscription au PCI du flamenco. Dernier point, et je finirai par cette anecdote. Enrique Morente me racontait que dans sa tendre jeunesse, dans les années 70, en fait, un jour, il interprète un chant, une siguerilla, et un vieux chanteur qui avait enregistré Pierre Lefranc, qui s'appelait El Galina, le regarde
et lui dit « D'où tu tiens cette cigarille ?» Et Enrique Morente lui dit « Mais d'un vieux du quartier d'Albacín, puisque je suis de Grenade. » En fait, c'était une création pure. Et donc, voilà, je resterai là sur cette méditation, sur cette phrase-là et cette anecdote-là. Je vous remercie. Merci. Merci Corinne d'être sortie vainqueur du combat contre la technologie qui nous a permis d'écouter la voix quand même du flamenco. Donc, alors, qui souhaite, sur un thème comme celui-là, allons-y, attends, on va quand même prendre le micro parce que c'est enregistré quand même. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Une remarque et puis une question. La remarque, c'est l'approche par croisement. Comme ça, je pense qu'on peut absolument l'appliquer pour le blues d'avant-guerre, y compris la transmission par disque, puisqu'on a des témoignages de Sondhaus, par exemple, qui dit, dès les années 30, avoir appris son style en écoutant les disques de Blind Lemon Jefferson enregistrés dans les années 20. Quoi. Donc, il n'y a pas une transmission familiale, interne. Non, ce n'est pas comme ça. C'est des gens du Mississippi qui écoutent des disques de type du Texas, quoi. Et il y a une variété très, très complexe. Concernant les paroles aussi, d'ailleurs, du coup, elles se baladent en permanente. Oui, là, c'est plus sur un aspect un peu anthropo. Je connais le travail de Catalina Pasqualino, Dire le chant, qui a beaucoup focalisé sur une opposition entre le chant payo et le chant gitano, notamment concernant, je pense, au travail qu'elle a fait sur les saetas avec la Gojeta. Et est-ce qu'il vous semble que votre étude enjambe d'abord, est-ce que ça vous semble pertinent, cette opposition si raide, puisque du côté gitan, elle insiste beaucoup sur la transmission par le timbre de la voix, la voix orancia, etc. L'idée du sang dans l'estomac. Est-ce que ça vous semble pertinent? Et d'autre part, est-ce que dans les transmissions et dans des Stoliares que vous avez analysées, est-ce que ça vous semble commun à ces différents groupes où il y aurait, comme le suggère Katharina, de grosses différences? Alors c'est une question extrêmement large. Alors je vais essayer de répondre par petits jalons. Le premier, en fait, Katharina et moi-même, nous avons commencé à peu près en même temps nos recherches, et toutes les deux en milieu gitan. Il s'avère que moi, j'avais le même point de vue qu'elle au départ, parce que j'étais inspirée des textes de Bernard Leblanc. Et que on est chercheur, mais on a des convictions, et on est face à ces convictions. Et en fait, quand j'ai fait ma maîtrise à l'époque, on disait maîtrise, pas master, et c'était en anthropologie, je l'ai fait sur les catégories de parenté, et j'avais comme directeur de thèse Julian Pitt Rivers. Et donc, lui était intéressé par la notion de compérage. Et je me suis rendu compte qu'au travers de sa stratégie identitaire, eh bien, il y avait une spécificité gitane qui était assez étonnante, mais qui comprenait un petit peu leur façon d'aborder le territoire et d'aborder la famille. En fait, ils ne déclinaient jamais leur identité par rapport à ce qu'ils étaient, comme je pouvais le faire, mais ils déclinaient l'identité par rapport à la personne qui était en face d'eux. Pour des raisons toujours de stratégie de territoire, parce que peur d'entrer, de côtoyer une famille, contraire, c'est rentrer dans les clichés, mais une famille avec laquelle il y avait eu des difficultés. De fait, je l'ai rapproché d'une expression andalouse qui s'appelle cantar por figuras ou cantar a la cara, c'est-à-dire je vois qui tu es et je te dis, je te chante ce que tu veux. Et quand je me retrouvais à Séville, les gitanes vous lisaient les lignes de la main et on était dans la même stratégie. Plus j'avance dans ce monde-là, plus je fréquente des musiciens, comme par exemple un musicien qui s'appelle Chano Lobato, qui était de Cadix, andalou, mais comme beaucoup d'andalous ou de gitans, amoureux de la culture de l'autre, mariage croisé, et les gitans plus andalous que les andalous, et les andalous plus gitans que les gitans. Alors du coup, j'arrive
dans une situation où je suis face, dans des repas, au fait qu'on passait le temps à dire « oui, moi, gitan, je, moi », et c'était toujours revendiqué. Et toi, Paya, j'étais la seule, hein, toi, Paya, nous, gitans, bien. Mais au bout d'un moment, quand on est... Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait deux discours qui relevaient, par exemple, des identités patronymiques, qui relevaient l'autre, c'était bien sûr le non-gitan, où c'était le gitan, par exemple, comme elle dit dans ses travaux, San Miguel et San Santiago, les quartiers arrêtés. Mais en fait, au-delà de ça, c'est beaucoup plus souple. Et quand on analyse, je vous invite à écouter du chant, par exemple, de Ciano Lobato, et il a la même technique vocale, qui n'est pas une technique vocale comme dans le chant lyrique, où on travaille l'articulation droite, de haut en bas, mais avec cette articulation qui sculpte le mot et sculpte le son. Et en fait, Ciano, dans les derniers enregistrements, on dirait un vieil Indien. Donc, à force, et je me suis rendu compte qu'à propos du flamenco, à force d'étudier, on est dans, si vous voulez, on arrive à une certitude, et cette certitude est remise en question. Ce qui m'amène à repenser aujourd'hui, du coup, j'ai laissé de côté ce travail, je me suis intéressée aux questions de musique et danse, et je reviens à ce travail parce que la notion de cruzar los cantes, aujourd'hui, où on est dans un monde où la notion d'identité, on est dans des crispations, des cristallisations, si on écoute la musique et si on analyse la musique, à mon sens, on redéploie autrement ces questions-là. Donc, c'est vrai que je tendrais à le remettre en question. Voilà. Mais ça, voilà, c'est une expérience. Merci pour cette réponse argumentée. Est-ce qu'il y a encore quelques questions qu'on peut peut-être regrouper sur... D'autant plus, si je peux dire, pour rigoler, Manuel Agorretas a une histoire moins tragique. Il a épousé une femme, cette femme l'a trompé, il a renié toute sa famille, etc. Et je vous invite de voir le film de Dominique Abel sur Agorretas, qui est un des plus beaux films. Et alors, Agorretas a, bien sûr, a retrouvé l'amour de sa vie. C'est une japonaise. Voilà. Et là, ça contredit tout ce que dit Caterina. Et en fait, il dit à la japonaise, et maintenant tu danses. Donc, il fait le gitan plus gitan, et puis il rentre dans tous les stéréotypes du gitan. Et ça, c'est Agorretas, parce qu'il faut le connaître. Et du coup, il dit, regardez, elle est japonaise, ben, elle est plus gitane que toutes les gitanes. Voilà. Merci beaucoup, Corinne.